Le cercle RH, notre débat quotidien, on va s'intéresser à la rentrée, pas n'importe laquelle, la rentrée étudiante. Alors ça sera pour ceux qui ont été étudiants dans quelques semaines, la rentrée n'a pas eu lieu, c'est pas la rentrée lycéenne, mais celle des étudiants dans les universités, avec une information qui est tombée aujourd'hui de la ministre en charge de l'enseignement supérieur qui annonce une rentrée 100% présentielle. On va bien sûr en parler et on va s'intéresser à la réalité économique des étudiants avec un rapport de la FAGE sur le coût de la vie qui a augmenté pour les étudiants et puis en face des emplois, eh bien, une source d'emplois qui se sont taris parce que les petits jobs d'étudiants, eh bien, ce sont des secteurs qui sont aujourd'hui en grande difficulté économique. On en parle avec mes invités. Deux invités sont avec moi aujourd'hui pour le cercle RH. Laure Guéguin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes coordinatrice et responsable de l'association du beurre dans leurs épinards. Vous avez vu, je l'ai bien dit. Parfait. Vous étiez déjà venu sur notre plateau parce que vous avez accompagné pendant la crise Covid, et vous le ferez pour cette rentrée, eh bien les étudiants grâce à des paniers pour les aider à se nourrir et à pouvoir manger tous les jours à leur faim, parce que c'est de ça dont il est question. Vous êtes product owner chez Student Pop aussi, faut-il le préciser. Merci d'être avec nous. Et puis Yanis Limam, merci d'être là. J'évoquais le syndicat étudiant La Fage qui avait sorti il y a quelques semaines l'augmentation du coût de la vie dans plusieurs universités, je pense à Paris notamment où ça a augmenté. Vous êtes le premier vice-président de La Fage et vous êtes étudiant à l'université Gustave Eiffel en intelligence économique. Merci d'être là. C'est à vous que je donne la parole en premier parce que on va parler évidemment de la situation alimentaire, la situation sanitaire des étudiants. La ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé un 100% présentiel. Vous êtes un syndicat représentatif, il faut le rappeler. Ça vous convient? Ça vous va? Oui, totalement. C'est une des grandes demandes de la FAGE. Maintenant que la situation sanitaire le permet, maintenant qu'une couverture vaccinale chez les jeunes commence à de plus en plus être présente, c'est une demande, nous, qu'on avait, de pouvoir revenir en 100% en présentiel pour pouvoir renouer, que ce soit la question du lien social, mais également les cours en présentiel. Les étudiants, ils étaient en demande aujourd'hui de pouvoir revenir sur les campus, de pouvoir revoir leurs camarades de promo finalement, mais pouvoir étudier aussi dans des conditions normales de l'université, de pouvoir vivre une vie étudiante, même qui sera encore un peu bouleversée à cette rentrée à peu près normale. Yanis, c'est vous qui, la FAGE en tout cas, avez levé ce chiffre au cœur de l'été, du mois d'août, sur l'augmentation des coûts de la rentrée pour les étudiants. Alors il y a des régions qui sont plus ou moins impactées, je pense notamment à l'Île-de-France et à Paris. Globalement, j'ai le sentiment qu'il va y avoir un effet ciseau chez les étudiants, augmentation du coût de la vie et difficulté très importante à trouver un emploi. Est-ce que c'est ça la réalité de cette rentrée? Bien sûr, aujourd'hui, ça fait 19 ans qu'on sort nos indicateurs du coût de la rentrée. On voit une augmentation significative chaque année, même si l'évolution d'année en année peut paraître moindre. On est sur des coûts qui sont quand même astronomiques pour les étudiants forcément qui rentrent en première année, des étudiants aujourd'hui qui sont fragilisés par la crise sanitaire. 2392 €, c'est bien cela, c'est ça, avec une augmentation supérieure à l'inflation de 1,32. Exactement, alors que la ministre annonçait également dans le Parisien ce matin le fait d'avoir revalorisé les bourses d'1%. Nous, ce qu'on attend, c'est bien plus qu'une simple revalorisation à 1% sur la question de l'inflation, c'est qu'on puisse vraiment aujourd'hui réfléchir à une réforme des bourses beaucoup plus structurelle qu'on demande depuis maintenant des années. Et vous faisiez le lien sur la question de l'emploi étudiant. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est évidemment vigilant. Étudier et travailler, c'est des choses qui peuvent fonctionner à partir du moment, et on le sait, où il y a un quota d'heures qui est respecté, qui ne vient pas forcément... Nous sommes d'accord. Sinon, on ne peut pas étudier, on est d'accord. C'est-à-dire que si l'emploi prend trop de place sur l'emploi du temps étudiant, en général, on lâche en cours d'année. C'est ça le risque. On change, en fait, on devient un salarié étudiant et non plus un étudiant salarié. C'est quelque chose, et les aides sociales étudiantes doivent justement permettre aux étudiants de pouvoir étudier sans forcément avoir à travailler à côté, ou alors que ce soit justement des emplois qui leur permettent d'avoir des compétences en plus, etc. Et c'est des choses sur lesquelles nous, on est prêt à travailler, que ce soit sur l'encadrement même des jobs étudiants, et c'est des choses sur lesquelles on essaye d'avancer. Laure Guéguin, j'aimerais, avant de nous projeter dans cette rentrée qui va avoir lieu dans quelques semaines, c'est globalement fin septembre, début octobre, la rentrée universitaire, pour peut-être pas la vôtre, mais dans la plupart des facs. Ça va être à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça attaque dès la semaine prochaine, puisque j'allais dire, à mon époque, on démarrait en octobre. Ça dépend des promotions. Ça dépend des promos. Bon, j'étais peut-être dans la bonne promo, je démarrais plus tard. Laure Guéguin, un petit bilan
avant de nous projeter dans la rentrée, parce que vous êtes déjà en train de préparer votre rentrée aussi, ça a été une année très, très, très difficile pour les étudiants, sur le plan financier, sur le plan de l'emploi, sur le plan sanitaire, vous l'avez constaté. Ça a été une année et une année de plus, parce qu'au final, ça fait déjà 1 an et demi. Presque 2 ans. C'est ça. On va rentrer sur la 3e année. Ça a été très compliqué pour les étudiants, économiquement et socialement, bien évidemment. Et on voit sur le terrain, en allant appeler les étudiants pour faire un bilan, en effet, qu'il y a toujours des besoins en termes de produits de première nécessité. Il y a toujours des besoins en termes de job étudiants, de financement, des difficultés de la part des étudiants qui ne s'améliorent pas pour la rentrée. J'ai vu alors du beurre dans leurs épinards, je le rappelle, ce sont des colis. Vous récupérez des produits alimentaires, vous les packagez et vous allez pousser la porte des Géluc dans tous les centres sociaux, les dispensaires, les restos du cœur, en dépouillant la presse de province, pas qu'à Paris. Chaque association explique qu'elle a vu un nombre croissant d'étudiants pousser la porte de ces structures. En fait, ce n'était pas une population qui avait l'habitude de venir frapper à la porte de ces structures-là. Même souvent, ils ont honte. Ils avaient honte, parce qu'aujourd'hui, ça s'est amélioré. Mais c'était une population qui avait honte de venir, de faire appel à une aide extérieure, surtout de la part faire appel à des associations. Et petit à petit, il a fallu casser cette barrière, au final, pour pouvoir s'approcher des étudiants. J'ai envie de dire, pas le choix, alors. Pas le choix. Pas le choix. Et il y a aussi les bonnes méthodes et la bonne manière d'approcher. Il faut un peu, malheureusement, dédramatiser la situation pour qu'ils viennent à nous plus facilement. Et il y a des méthodes qui ont été mises en place aussi bien par nos associations que par le CROUS. C'est en fait un étudiant qui s'adresse à un étudiant, c'est toujours plus facile qu'une association à un étudiant. Et c'est comme ça qu'on a réussi petit à petit à casser la barrière. Quelques chiffres, parce que j'aimerais qu'on voit le travail que vous avez fait. C'est 2500 colis distribués. C'est 4750 repas. Et c'est 28 cités universitaires qui ont été aidées. D'un mot, vous allez, j'imagine, augmenter, vous allez réussir à augmenter encore le nombre de facs couvertes. C'est ça. On a commencé en effet sur l'Île-de-France et l'idée c'est de se restructurer. Donc on a travaillé sur les 3 derniers mois sur une restructuration de l'association pour répondre aux nouveaux besoins, faire appel aux étudiants référents qui sont directement dans les cités universitaires pour nous aider à identifier. Ils sont vos capteurs. C'est ça, qui sont nos sources d'information. Les besoins d'un mot, et je vous donne la parole évidemment, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez commencé déjà à identifier sur le terrain? Bien évidemment, les produits de première nécessité, ça reste des produits de première nécessité essentiels. Mais ce qui est le plus demandé de la part des étudiants, ce sont des produits d'hygiène qui peuvent être parfois coûteux. Ils sont chers. Et les produits d'hygiène menstruelle notamment, qui coûtent extrêmement cher pour des étudiants. Yanis Limam, on a une année et demie très difficile, on l'évoque, centres sociaux, restos du cœur, des étudiants qui ont été en galère, même psychologique. On a vu des étudiants qui ne voulaient plus sortir de leur chambre ou de leur petit appartement. Comment vous l'envisagez, cette rentrée? Comment vous la regardez? La rentrée elle va être compliquée pour les étudiants parce qu'on sort quand même d'un an et demi justement de crise où ils ont été fragilisés. Il y a eu la fragilité psychologique et on le sait très bien. Après ce genre de crise, les effets psychologiques ils arrivent surtout après. Et c'est là où il va falloir qu'on soit vigilant, que les dispositifs qui ont été mis en place par les universités, par le ministère sur de l'accompagnement psychologique des étudiants, c'est quelque chose qu'il va falloir... Ça a existé, ça a bien marché ça ou pas? Franchement, est-ce que entre l'annonce gouvernementale et la réalité, est-ce qu'il y a vraiment des étudiants qui sont allés voir des psys pour parler? Il y a des étudiants, ça c'est certain, qui y sont allés et qui en pas dans les proportions qu'on espérait, c'est-à-dire que ça n'a pas touché le nombre d'étudiants qu'on pouvait espérer, pour une raison qui est très simple, c'est que les universités n'ont pas toujours joué le jeu de la promotion de ce qui était... c'est pour ça que je m'autorisais cette question. Et je pense qu'il y a un vrai souci, mais même on revient sur la question des jobs étudiants. Aujourd'hui, il y a des jobs étudiants qui sont pérennisés dans les universités. On en avait 20 000 qui étaient ouverts sur la fin 2020. Il n'y en a pas la moitié qui ont été pourvus en 2021 parce qu'on avait un problème de visibilité sur ces offres-là. Et aujourd'hui, il faut que collectivement, que ce soit le CROUS, que ce soit les universités, que ce soit les collectivités territoriales, ils travaillent de concert pour justement donner de la visibilité. Yanis, vous nous dites quelque chose d'important. Vous nous dites qu'il y a 20 000 postes qui étaient ouverts de jobs étudiants qui permettaient de pouvoir joindre les deux bouts. Seuls 10 000 ont été pourvus par des étudiants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un manque de communication ou les étudiants ne sont pas intéressés par ces postes? C'est un manque de communication. Le problème, c'est pas tant l'intérêt que les étudiants donnent envers ces postes-là, c'est des postes qui sont flexibles et qui permettent justement d'allier correctement les études et le travail. Là, le vrai problème, c'était une question de communication, encore une fois, des universités qui n'ont pas joué le jeu sur la communication de ces offres. C'est-à-dire d'ouvrir sur des panneaux ou sur Internet par les réseaux la liste des jobs disponibles, on est bien d'accord? C'est ça. Donc il reste, là au moment où on se parle, parce que
que vous savez qu'on est une émission emploi RH, donc c'est toujours intéressant de faire passer des messages. Il reste encore des emplois, des jobs d'étudiants à pourvoir. Bien sûr, mais que ce soit dans les Crous où il y avait les 1600 tuteurs qui avaient été mis en place, que là actuellement dans les universités c'est la même chose, les 20 000 ont été pérennisés, il va y avoir des jobs étudiants dans les universités, et là-dessus, et nous ce qu'on attend, et c'est ce qu'on va faire également directement avec nos élus dans les universités, c'est justement valoriser pour les étudiants qui en ont besoin et donner de la visibilité même aux aides qui sont en général faites par les universités, par le Crous, finalement une sorte de guichet, et nous c'est ce qu'on porte depuis des années à la FAGE, la question du guichet unique, où on va et on a l'intégralité des offres qui peuvent nous être données. Simplement, il faut quand même préciser à nos téléspectateurs que les secteurs d'activité où les étudiants avaient plutôt l'habitude d'aller, la restauration, c'est quand même des secteurs qui sont touchés de plein fouet par la crise, même si paradoxalement d'ailleurs, j'ai pu lire que certains restaurateurs disaient qu'ils n'arrivaient pas à trouver de serveurs, d'aides cuisiniers. Comment ça se passe dans la relation que vous avez avec ces étudiants? Parce qu'ils reçoivent des colis, parce qu'ils en ont impérieusement besoin, voilà, c'est la première nécessité, mais est-ce qu'ils évoquent aussi la difficulté à avoir accès à de quoi vivre en travaillant? Alors, l'accès au job étudiant, ça a toujours été compliqué, et notamment par rapport plus en termes d'organisation. C'est-à-dire qu'en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, un étudiant, sa première fonction, c'est d'étudier. Et l'employeur ne l'entend pas toujours comme ça. C'est ça, et donc il faut une certaine flexibilité pour l'étudiant pour que son emploi du temps, son travail s'adapte plutôt à son emploi du temps et non l'inverse. Et du coup, en effet, les étudiants rencontrent souvent des difficultés à trouver des emplois, d'où nous le fait qu'on pousse aussi de la flexibilité sur les jobs étudiants. Comme vous disiez tout à l'heure, en effet, la restauration, ils ont subi énormément de pertes pendant 1 an et demi en termes de chiffre d'affaires. L'habillement, le secteur de l'habillement. Et aussi d'employés au final qui se sont potentiellement en fait réorientés durant cette période, et aujourd'hui ils font face à un besoin de recrutement. Nous on le voit aussi côté Student Pop, en termes d'offres d'emploi, on voit un regain sur les 3 derniers mois en termes de missions qui ne cessent d'augmenter, et ça c'est plutôt quand même un signe encourageant. Dans le secteur de la restauration ? Secteur de la restauration, habillement, et bien évidemment aussi des nouveaux types de métiers qui se sont créés pour les étudiants, que ce soit contrôle pass sanitaire, qu'on soit pour ou contre. On en a parlé hier. Aujourd'hui il y a beaucoup de postes à pourvoir en termes de contrôleurs de pass sanitaire. De tests antigéniques, parce que les étudiants qui sont... Centres de vaccination, il y a eu beaucoup d'étudiants. C'est ça, en administration dans les centres de vaccination, il y a des nouvelles opportunités qui se créent, et ça c'est un bien, ça fait du bien pour les étudiants. Juste, Yanis Limam, c'est intéressant ce qu'on entend là. Les secteurs qui étaient fermés pour la plupart pendant le Covid réouvrent, et là on sent une reprise. Le ministre de l'économie et le président de la République, en une du Parisien lundi, expliquait que l'économie était florissante, que la relance était là. Est-ce que les étudiants vont en profiter de cette relance ? J'ai envie de dire, j'espère qu'ils vont en profiter, que ça soit justement sur des fois la nécessité qu'ils ont de pouvoir se salarier, même si nous aujourd'hui on pense qu'il y a quand même au-delà du salariat la question de la réforme des aides sociales qu'il faut aborder. Je pense vous dites c'est pas parce qu'on a un emploi qu'on ne touche pas, on ne réforme pas aux aides sociales, c'est ce que vous dites, que ce soit les aides, les bourses, les aides au logement, il faut les réformer malgré tout. Il faut les réformer malgré tout pour qu'elles s'adaptent de tous les cas aux besoins réels aujourd'hui des étudiants, qui ne sont plus les besoins réels sur lesquels on a construit notre système de bourse il y a des années. Selon vos chiffres, c'est la FAGE tiré d'un article du Monde, 70% des étudiants ont des difficultés financières. J'ai envie de vous poser cette question un peu naïve. On se dit que quand on démarre mal sa vie d'étudiant, on aura du mal à devenir un salarié bien intégré. Est-ce qu'on peut faire cette passerelle et ce lien ? Est-ce que c'est quand on est précaire, quand on est étudiant, est-ce que c'est pas un peu plus dur encore de rentrer sur le marché du travail ? Peut-être que je me trompe, hein. Il y a une corrélation qui est forte dans tous les cas entre justement la précarité qu'on peut vivre pendant qu'on est en études, derrière l'accès au premier job, comment il se fait, c'est ça la vraie question, comment est-ce qu'on accède à son premier CDI, etc. Qui est essentiel. On voit que ça recule, et la place du premier emploi, entre guillemets, elle est capitale dans le parcours après professionnel. Et ça recule, hein. On est de plus en plus tard dans le premier emploi. Et derrière, comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à avoir sur ces emplois-là, c'est des personnes qui ont réussi à faire des stages, qui ont réussi à faire des stages pendant les vacances d'été, qu'on fait peut-être 3-4 mois, qu'on fait pendant plusieurs années, qui ont de l'expérience. Aujourd'hui, un étudiant qui est obligé de se salarier, par exemple l'été, il n'a pas cette expérience-là. Et derrière, il a moins de chances d'accéder à des postes plus intéressants, entre guillemets, en sortie d'études. Et là-dessus aussi, en termes d'égalité des chances, il y a quelque chose à faire sur l'accès au réseau en général et la façon dont on arrive... Pour le dire clairement, c'est vrai que j'ai vu que McDo recrutait beaucoup, pour ne citer que. C'est vrai que quand on est 3 mois chez McDo, on n'a pas possibilité d'aller faire un stage dans le secteur d'activité où on a envie de travailler. Ça, c'est une évidence. Vous le
constatez ça, ce phénomène-là d'une précarité étudiante qui fait que c'est parfois difficile, d'avoir son diplôme parce qu'on a bossé et qu'on n'a pas forcément le diplôme qui va bien, et deux, de pouvoir prendre sa place réellement dans le monde du travail? Alors en fait, ça va même un impact plus économique au final, parce que quand on commence à étudier avec un niveau de précarité assez élevé, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un emprunt, par exemple, pour beaucoup d'étudiants. Bien sûr. L'emprunt, on le rembourse à la fin des études. Ça veut dire que dans les 5-6 années qui vont suivre la fin des études, on va commencer son travail en remboursant un emprunt. Déjà avec un fil à la patte. Donc, on va dire que l'insertion dans le milieu professionnel, déjà, elle commence entre guillemets mal économiquement. On a des chiffres sur justement le fait que ces étudiants qui n'ont pas de job font un emprunt pour payer leurs écoles. On a un chiffre du nombre de ceux qui ont fait un emprunt pour étudier? Alors, j'ai pas le chiffre à date, mais c'est quelque chose en effet qui mériterait d'être creusé, parce que nous, on travaille essentiellement avec des étudiants qui travaillent au quotidien pour financer leurs études. Et en effet, ce serait intéressant de savoir quelle est la proportion qui font un emprunt en parallèle de travailler. Je vous pose la question, c'est intéressant, ces deux regards qui finalement convergent. Vos étudiants, je pense là en l'occurrence à Student Pop, ils ont des galères pour passer leur diplôme, parce qu'on constate aussi que lorsqu'ils travaillent trop, le temps de révision se réduit, les horaires sont parfois décalés, et donc les révisions ne sont pas de bonne qualité, et au final, parfois on échoue. Est-ce que vous avez constaté ce type de phénomène? Alors en fait, nous, on essaye de répondre plutôt à cette problématique-là. C'est que le parti pris qu'on a fait chez Student Pop, c'est d'offrir une flexibilité. Donc ils ne vont pas s'engager sur un contrat de 24, non, mais c'est important de 24 mois. Ils vont s'engager sur une mission à la journée. Ils vont travailler 2 heures entre midi et 2 pour contrôler les passes sanitaires. Ils vont travailler 3 heures pour faire une distribution de flyers. C'est des petites missions courtes. C'est des petites missions courtes qui vont cumuler en fonction de leurs besoins et surtout en fonction de leur emploi du temps, auxquels ils peuvent évidemment se désabonner, s'annuler au fur et à mesure en fonction de leur emploi du temps. D'ailleurs, Laure, comme on est dans une émission, je leur dis emploi RH, combien de postes là, puisqu'on évoquait les 10 000 et ceux qui seront évidemment diffusés par les Crous, combien vous avez sur Student Pop de postes job étudiants là? Ça repart ou pas? Alors déjà, ça repart. Ça c'est important de l'entendre. Ça repart en termes de, sur les missions, sur les 3 derniers mois, on a fait à peu près x3 en termes de missions, donc c'est énorme. Et sur le nombre de postes cet été, on a observé à peu près sur juillet-août 20 000 missions à peu près pour les étudiants, donc ce qui est énorme. Sachant que nous, on travaille sur toute la France, donc ça peut être, il y a une partie sur Paris, mais c'est bien évidemment dans toutes les régions de France et en fonction des besoins. Vous le constatez, ça aussi, je vous repose la question d'une autre manière, vous sentez que ça repart, que les étudiants, excusez-moi de le dire comme ça, tirent moins la langue? Je pense que c'est compliqué actuellement de faire un constat. La rentrée, un peu trop tôt peut-être. C'est ça, elle n'a pas encore totalement commencé. Je pense on ne peut pas encore tirer vraiment les enseignements de ce qu'on a fait cet été. Donc je serai plus vigilant là-dessus. Après, est-ce qu'il va y avoir des offres? Ça, je pense que oui. Après, il y a quand même une population d'étudiants qui n'est pas en capacité aujourd'hui d'aller sur ce genre d'emploi. Je pense aux étudiants qui sont en prépa, mais je pense tout simplement aux étudiants en santé. Tout à fait exact. Les étudiants en santé qui, eux, aujourd'hui, surtout avec des stages où en fait ils sont pas physiquement parlant en capacité après d'aller retravailler 2-3 heures et qui finalement sont payés un peu, pas au lance-pierre, mais ils sont payés au lance-pierre. École de médecine, dentaire, enfin tous ceux qui sont liés à ces métiers de la santé, on est d'accord? Eux ne peuvent pas faire un job à côté, c'est impossible. Non, ils peuvent pas. Ils ont justement été mobilisés dans le cadre de la crise sanitaire. Ils sont actuellement mobilisés sur les tests antigéniques, les tests PCR. Mais par contre, de la même façon, on a eu énormément de problématiques sur les contrats de travail, sur la façon dont ils étaient employés dans les centres de vaccination. Pourquoi? Il y a eu des difficultés en termes de droit du travail pur là? Ah oui, je vais vous prendre un exemple. Juste avant de rentrer en plateau, je viens de recevoir un message d'une des fédérations d'étudiants en santé qui me disait que le statut d'auto-entrepreneur, dans lequel certains étudiants doivent se mettre pour faire des tests PCR ou de la vaccination, aujourd'hui, c'était mal expliqué, des personnes qui se retrouvaient dans des situations qui étaient très compliquées. Attendez, c'est intéressant ce que vous nous dites, c'est-à-dire que pour faciliter, je dirais, la comptabilité des centres de vaccination, on demande à l'étudiant de créer sa boîte. Alors, il ne me semble pas que ce soit dans les centres de vaccination, c'est surtout sur les tests PCR. On lui demande de devenir auto-entrepreneur. C'est ça. Donc, c'est-à-dire de créer sa petite entreprise, sa petite structure. Exactement. Ça, j'imagine que vous le dénoncez, non? Bien sûr, parce que, premièrement, tous les étudiants ne connaissent pas le statut et surtout tout ce que ça implique d'être auto-entrepreneur. Oui. Et aujourd'hui, on incite énormément des étudiants à aller sur ce statut-là, mais derrière, on se retrouve avec des problématiques qui sont énormes. Dépassés par les charges. Et nous, on les fait remonter systématiquement au ministère de la Santé en disant qu'aujourd'hui, ce n'est pas des pratiques qui sont acceptables. Donc,
c'est trop compliqué. C'est très compliqué. En effet, il faut accompagner ces étudiants sur ce sujet-là. Le statut entrepreneur, c'est quelque chose qui peut être simple, mais à la fois perçu pour des étudiants comme complexe. Donc, il y a un réel besoin d'information, d'accompagnement sur ce type de structure. Et excusez-moi, un peu cynique de la part de ceux qui le proposent aux étudiants, qui un peu naïvement veulent prendre le job et disent après tout, je vais m'inscrire. C'est vrai que c'est très facile de devenir auto-entrepreneur sur le plan technique. On peut s'inscrire en un clic. C'est plus compliqué ensuite. Il faut payer d'abord ses charges, il faut organiser un minimum sa comptabilité. C'est quand même compliqué. Avant de nous quitter, je voulais pas qu'on se quitte sans reparler. On a parlé de beaucoup de Student Pop, mais du beurre dans leurs épinards. Oui. Qu'est-ce que vous engagez pour la rentrée? Est-ce que vous levez le pied parce que vous dites la relance est là, ou est-ce que vous dites les besoins sont là et on accélère? Les besoins ne baissent pas, voire augmentent, dans le sens où il y a eu beaucoup de communication sur ce genre d'aide. Donc, de plus en plus d'étudiants qui font appel à nous et on a travaillé à une restructuration. On va augmenter le volume. On est en train de trouver de nouveaux partenariats pour augmenter la cadence de distribution à partir de septembre. Et on travaille également sur des journées de sensibilisation en collaboration avec d'autres associations. Vous avez peut-être envie de faire passer un message à des entreprises qui vous regardent. Nous sommes regardés par des grands groupes. Vous avez besoin, j'imagine, de produits alimentaires. Comment ça se passe? Comment vous les récupérez? Alors, nous, on a un local de stockage pour recevoir les produits. Donc, en effet, on est très preneur de tous les produits, que ce soit des invendus qui doivent être consommés très rapidement ou des dons directement. Donc, de produits alimentaires, d'hygiène ou autres qui aussi sont là pour faire plaisir aux étudiants et qui ne peuvent pas forcément se permettre. Parce que ce n'est pas juste envoyer des boîtes de pâtes ou ça, à la limite, ils y arrivent. Finalement, c'est tout ce qu'ils ne peuvent pas à côté se payer. Ça, c'est hyper essentiel. Donc, vous pouvez aller sur le site du beurre-dans-leurs-épinards.fr et nous contacter pour qu'on puisse organiser ensemble une collecte de produits. Bon, ça, le message est passé. Et vous, de votre côté, la FAGE, votre rentrée, alors évidemment, si vous êtes un syndicat étudiant, vous travaillez sur des revendications, mais j'imagine que sur ces questions alimentaires, de santé, d'accès aux soins et à l'emploi, vous engagez quoi, là, concrètement, pour cette rentrée? Nous, on a aussi tout un réseau, justement, d'épiceries sociales et solidaires. La FAGE, elle a 30 épiceries sociales et solidaires sur tout le territoire. On va fêter les 10 ans de la première Agorae qu'on a ouverte à Lyon en octobre. Et de la même façon, on a été sur le terrain pendant la crise sanitaire pour répondre aux besoins des étudiants. Et c'est que collectivement, encore une fois, nous on a fait notre part, on a aidé les étudiants qu'on pouvait, mais c'est l'ensemble des associations aujourd'hui qui aident également les étudiants qui sont dans le besoin. Quand on vous écoute, on sent quand même une grande fragilité économique du monde étudiant. D'abord aussi parce que les parents eux-mêmes de ces étudiants sont en fragilité, ça vous le ressentez? Bien sûr, et je pense que la crise ayant touché de toute façon les ménages moyens, entre guillemets. Ils ne peuvent plus aider. C'est ça, déjà qu'ils avaient des difficultés à aider. Aujourd'hui, la question des liens familiaux et de la façon dont justement on redistribue à l'intérieur de la même famille, c'est compliqué. C'est compliqué. La solidarité familiale, aujourd'hui, on ne peut plus se baser que sur ça pour dire que les étudiants, ils vont bien. Vous êtes d'accord, il y a à la fois une grande fragilité de ceux que vous rencontrez, mais j'imagine aussi des parents qui, à un moment donné, se retrouvent démunis à pouvoir aider leurs enfants. Des étudiants qui font appel à ce genre d'aide, en effet, c'est des étudiants qui ne peuvent pas compter sur leurs parents, donc bien évidemment, c'est directement corrélé. Et en effet, la précarité étudiante, on le voit d'année en année, augmente. Elle progresse. Et, les loyers ont augmenté, on ne l'a pas dit, mais les loyers augmentent, le coût de la vie augmente. Ça représente au final un des plus gros postes de dépenses. En fait, les loyers augmentent, les frais de transport augmentent, mais les bourses n'augmentent pas tant que ça. Les frais mutuels ont un peu baissé, j'ai vu. Oui. Mais faut le dire. Mais par contre, ils ont des dépenses plus importantes. Augmente. Le reste à charge est plus important. C'est quoi? C'est 300 €, 400 € par mois? Ça dépend des villes. C'est ça dépend des villes. Un reste à charge à Paris n'est pas le même qu'un reste à charge à Rennes, Brest. Ou dans une ville de province où il y a une université. Paris étant extrêmement difficile pour se loger. Évidemment. Merci de nous avoir éclairés. Peut-être reviendrez-vous au fil de ce trimestre pour voir un peu comment les choses évoluent, comment se passe la vie de ces étudiants. Et puisque ces étudiants, c'est les salariés de demain. C'est ceux que les entreprises vont recruter. Il vaut mieux qu'ils soient diplômés et dynamiques. Merci Yanis Limam, premier vice-président de la FAGE. Les 30 épiceries, je ne l'avais pas précisé tout à l'heure, qui font un boulot de dingue. Et puis Laure Guéguin, vous êtes chez Student Pop, on l'a bien compris. Et du beurre dans leurs épinards, qui va continuer ses actions d'une manière un peu plus large, si j'ai bien compris, au-delà de l'Île-de-France, où c'était votre cœur. Alors déjà, on va pérenniser l'Île-de-France et en effet lancer des nouveaux projets. Merci à vous deux d'être venus me rendre visite sur le plateau de Smart Job. On termine avec Bien dans son job et on va accueillir Thierry Bismuth qui fait son grand retour dans l'émission. On va parler du recrutement. Tiens, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut recruter des cadres comme on recrute des joueurs de foot? Alors, je ne sais pas s'il pensait à Messi, puisqu'on en a parlé pendant des semaines et des semaines. Mais en tout cas, c'est question et on va tenter d'y répondre dans Fenêtre sur l'emploi.